Bonjour, bienvenue, c'est Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Bienvenue chères auditrices et auditeurs. Nouvel épisode de ce podcast qui s'intéresse au sexe. C'est la Pause Sexo. On va parler de... Tout à fait. De la vulve aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la vulve. Petit générique. Tu vas tout nous dire. On commence par quoi? Par l'anatomie, à quoi ça ressemble? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la vulve? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle exactement la vulve? Exactement. On va parler de l'anatomie dans ce podcast. Donc l'anatomie qui comprend donc les petites lèvres, les grandes lèvres, le vestibule, ce qui donc correspond à l'entrée du vagin, mais aussi le mont de Vénus, les différentes glandes qu'il y a au niveau de la vulve. On va parler aussi de taille, de forme, de complexe, d'hygiène, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'hygiène de la vulve. Et tous les petits maux, plus ou moins grands, qui peuvent affecter notre vulve, c'est-à-dire les démangeaisons, les rougeurs, les irritations, etc. Et puis, il y aura un épisode entier consacré aux douleurs de la vulve, que l'on appelle les vulvodynies. D'accord, donc on va faire deux parties. Une première partie qui s'intéresse à l'anatomie un peu, voir de quoi on parle. Voilà. Et la deuxième partie, plus sur le côté médical, sur les douleurs et autres. Peuvent rencontrer certaines femmes. Exactement. D'accord. Oh, ça s'annonce passionnant. Voilà. Alors, on attaque par l'anatomie. Tout à fait. Alors, donc tu as parlé de petites lèvres, grandes lèvres. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque vulve va avoir une forme, une taille, voire une couleur et une pilosité différente. C'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de diversité dans les formes des vulves que dans les visages. Et donc, c'est illusoire de penser qu'il peut y avoir une vulve parfaite. Et ça, je dis ça notamment pour les jeunes femmes qui peuvent être tentées d'avoir recours notamment à la chirurgie esthétique, et ça, on le voit de plus en plus fréquemment, pour faire raccourcir notamment leurs petites lèvres pour ressembler à des vulves qu'elles imaginent idéales, c'est-à-dire une vulve dans laquelle les petites lèvres ne dépassent pas des grandes lèvres. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve de plus en plus fréquemment, notamment chez les jeunes, en lien avec un idéal qui nous a été imposé par une norme de la pornographie. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qu'il n'y a pas de vulve idéale, que chaque vulve est unique et que tout est important dans le plaisir, notamment dans le plaisir sexuel, parce que dans la vulve, il y a aussi, et notamment dans la petite lèvre, il y a plein de récepteurs au plaisir. Et ce qu'il faut savoir, donc ça, on y reviendra. Mais ça veut dire que quand on se fait opérer des petites lèvres, on se sépare de tous ces récepteurs. Exactement. C'est une façon de se mutiler, quoi, d'enlever ces petites lèvres. C'est quand même, à part dans des problèmes médicaux, je trouve ça vraiment dommage de faire une opération de chirurgie qui ne soit que à visée esthétique. D'accord. Après, il y a des cas où ça améliore l'estime de soi, etc. Mais en général, un complexe est en lien avec une mauvaise estime de soi et la chirurgie ne répare pas un complexe. Et souvent, en plus, le complexe va se cristalliser sur une autre partie du corps. Donc on va régler ça et en fait ça va déclencher, ça va le déplacer sur ailleurs. Exactement, parce que c'est en lien avec l'estime de soi et non avec la réalité de son apparence physique. D'accord. Donc tu dis qu'il y a ces petites lèvres qui parfois dépassent des grandes lèvres, mais je veux bien comprendre, moi, c'est quoi exactement l'anatomie de la vulve et où ça commence? Parce que tu vois, tu as parlé donc il y a les grandes lèvres, il y a la pilosité, il y a le vestibule, tout ça, mais ça commence où dans le corps humain? La vulve, c'est la partie qui est située entre le mont de Vénus ou le mont du pubis, c'est-à-dire cette partie qui est légèrement proéminente, qui est située à l'avant de notre corps, juste sous le ventre. C'est cette partie qui, avec la puberté, va se recouvrir de poils. Donc, ce sont les poils pubiens, qui sont en général en forme de triangle. Donc ça, c'est le mont de Vénus. C'est le mont de Vénus. Et il faut savoir que ce mont de Vénus, sa particularité, à l'adolescence, c'est qu'il va devenir plus proéminent. C'est-à-dire que quand c'est chez la petite fille, c'est plutôt plat et sans poils. Quand c'est chez la jeune femme ou chez la femme qui a passé sa puberté, c'est une zone qui va devenir
plus arrondi, avec un coussinet adipeux qui va se créer et qui va avoir des poils. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, qui peut être sujet à complexe chez les femmes, toujours en lien avec cette image de la vulve idéale et de la pornographie, où pendant très longtemps, on a représenté des femmes qui étaient sans poils, avec une vulve totalement lisse, qui est en réalité une vulve de petite fille, et qui n'est pas une vulve de femme adulte. Donc ça aussi, c'est un sujet de complexe chez bon nombre de femmes qui vont donc s'épiler intégralement et qui vont être même complexées parce qu'elles ont un monde pubis qui est proéminent. Or, il faut savoir que les poils ont un rôle. C'est pas pour rien qu'on a des poils à ce moment-là, à cet endroit-là. Ces poils servent aussi à nous protéger. Ils servent aussi dans le plaisir sexuel, parce qu'à la base de chaque poil, il y a des récepteurs, et aussi des récepteurs au plaisir, etc. Donc les poils, ça a aussi un rôle. C'est pas que négatif, un poil. Ça, on y reviendra on y reviendra notamment sur la question de l'épilation. Ouais. D'accord. Donc voilà, le monde pubis en avant. On a le monde Vénus. Le monde Vénus. Et après, ça descend jusqu'où ? Et ensuite, les lèvres vont donc quasiment jusqu'à l'anus à l'arrière, donc avec une petite zone qui les sépare, qui est donc la zone entre la fin de la commissure des grandes lèvres et l'anus. Donc le clitoris dont on a parlé, il y a plusieurs épisodes, il se retrouve, c'est un élément de la vulve ou c'est à part ou c'est quel est le... Ça fait partie. Alors le clitoris est un élément qui est à l'intérieur de la vulve. À l'intérieur de la vulve, d'accord, très bien. Et ce qui fait partie de la vulve, c'est le capuchon du clitoris, puisque le capuchon du clitoris est en réalité un prolongement de la construction des petites lèvres. D'accord. Ok. Donc, ce qu'on voit en premier quand on regarde une vulve, c'est d'abord les grandes lèvres. D'accord ? Donc, les grandes lèvres, c'est donc 2 replis cutanés qui viennent protéger cette zone, et notamment donc l'entrée du vagin. C'est fait de peau. Hein, les grandes lèvres, elles sont faites de peau, donc elles ont des poils. Elles ont des poils sur la partie externe, mais elles sont lisses sur la partie interne. Donc, dans la partie interne, c'est une muqueuse. Et elles donc sont là pour protéger l'entrée du vagin. Les poils sont tous reliés, ce que je disais tout à l'heure, à des terminations nerveuses. Et donc, toute sollicitation au niveau de la pilosité peut participer à la stimulation sexuelle. D'accord. Donc les grandes lèvres, elles partent donc de la symphyse pubienne en avant. Ce qu'on appelle la symphyse pubienne, c'est l'endroit où s'accolent les 2 os du bassin, hein, donc à l'avant, d'accord, jusqu'à l'arrière au niveau de l'anus. L'espace entre les grandes lèvres. Alors, les grandes lèvres, elles peuvent être, soit ça peut être un espace qui est ouvert en permanence, soit ça peut être un espace qui est fermé. C'est c'est la fente, c'est ça ? C'est la fente. D'accord. Donc soit c'est une fente, soit c'est un trait, soit ça peut être fermé ou ouvert. Elle peut être fermée. À ce moment-là, les grandes lèvres recouvrent entièrement les petites lèvres, ou elle peut être ouverte parce que les petites lèvres sortent des grandes lèvres. Elles sont plus importantes. C'est à peu près, pour vous donner une ordre d'idée au niveau des pourcentages, c'est à peu près 1/3 de femmes qui ont les grandes lèvres fermées et 2/3 qui ont les grandes lèvres ouvertes. Alors, au niveau de ces grandes lèvres, il y a 2 types de glandes que l'on trouve. Il y a les glandes sébacées, donc ça c'est les glandes qui produisent le sébum pour protéger la peau, donc c'est comme sur la peau, hein, partout, sur le visage, etc. Et les glandes sudoripares qui donc produisent la sueur. Et c'est ça, ces glandes-là qui peuvent donner une odeur particulière à la vulve. D'accord. Parce que chaque vulve a une forme, mais chaque vulve a aussi une odeur en fonction de ces glandes-là. Comme chaque corps a une odeur. D'accord. Enfin, je veux dire, l'odeur de la vulve n'est pas différente de l'odeur du reste du corps. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont peur de sentir mauvais de la vulve. Il n'y a aucune raison de sentir mauvais de la vulve, et que ce qu'on ressent en général, ce que l'on sent en général, c'est l'odeur de sa sueur.
Ça, on reviendra dans la question de l'hygiène parce que ça entraîne beaucoup de problèmes de surhygiène de la vulve qui ne font que accentuer en réalité les problématiques et notamment les vaginoses, les infections, etc. D'accord, ça c'est une question trop d'hygiène. On verra ça dans la deuxième partie quand on parlera des... On verra ça à la fin. Ouais, à la fin de cette partie-là. De cette partie-là, très bien. On va revenir sur tout ça. Donc les petites lèvres, donc sous les grandes lèvres, il y a les petites lèvres. On peut les appeler aussi les nymphes. Donc ça, c'est le nom un peu scientifique, on va dire. Et ce nom de nymphe est en référence aux divinités grecques, dont le rôle était de guider le flux des rivières et des fontaines. Parce que le rôle aussi de la nymphe, des nymphes, donc des petites lèvres, c'est de guider le jet d'urine pour ne pas qu'il s'écoule dans la vulve, et notamment dans le vagin. Donc c'est vraiment un rôle aussi de guidage. Ça a un peu office de protection, c'est ça? C'est-à-dire que l'urine, elle est censée aller dessus pour pas aller dedans. C'est ça. Elle est censée guider un peu comme les berges d'une rivière, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Très jolie image. Donc là aussi, au niveau des petites lèvres, donc les petites lèvres, elles sont sans poils et c'est de la muqueuse. Et c'est même, au-delà de la muqueuse, c'est du tissu érectile. C'est-à-dire que les petites lèvres vont gonfler lors de l'excitation sexuelle, un peu comme tous les tissus érectiles, que ce soit le pénis ou le clitoris. Donc elles deviennent rouges, elles gonflent lors de l'excitation sexuelle. Et les grandes lèvres, non? Et les grandes lèvres, un tout petit peu aussi. D'accord. Ouais. Mais c'est les petites lèvres qui sont le plus sujets, c'est plus érectile. Exactement. D'accord. Donc leur forme aux petites lèvres, c'est comme dans le corps humain. Toutes les formes sont dans la nature. Elles sont le plus souvent asymétriques. Mais ça aussi, c'est normal. C'est normal, comme les seins sont asymétriques, comme les bourses, les testicules sont asymétriques. Voilà, donc ça, c'est normal. L'asymétrie est normale. Elles sont de couleur, ça aussi, ça dépend de la couleur de la peau, ça dépend aussi de la couleur ça dépend aussi du taux de concentration des pigments de la peau. Donc, elles peuvent être roses, elles peuvent être rouges, elles peuvent être violacées, elles peuvent être brunes, voilà. Et ça, pareil, c'est des teintes qu'on retrouve sur d'autres parties du corps ou c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le rose de la pigmentation dont tu parles de la vulve, il se retrouve sur d'autres parties du corps, sur la bouche, sur les lèvres. Sur les lèvres, c'est en accord, en fait. Ça peut être en accord, mais pas forcément. Pas forcément? D'accord, ouais. ok. Donc, ce que je disais, donc la surface est ce qu'on appelle glabre, c'est-à-dire sans poils du tout. Elle est humidifiée en permanence et c'est important qu'elle soit humidifiée parce que cela protège les petites lèvres. Et c'est ça aussi pour la raison pour laquelle il ne faut pas les laver avec du savon. Parce que le savon, ça entraîne une perte de l'humidification naturelle des petites lèvres. Alors, attends, si tu les laves pas... On n'introduit pas de savon à l'intérieur des petites lèvres. Ouais, on les lave comment alors? Mais ça s'auto-lave, les petites lèvres. On ne se lave pas la bouche. Personne n'aurait l'idée d'aller se mettre du savon dans la bouche. La bouche est une muqueuse, comme les petites lèvres. Donc on ne lave pas les petites lèvres avec du savon. Et même avec des savons spéciaux, il n'y a pas des produits... À la rigueur, on peut mettre des savons qui sont sans savon, donc pour ne pas détruire détruire le film lipidique. Mais il n'y a pas besoin de laver les petites lèvres. Merci pour cette précision. Voilà. Donc, leur rôle, les petites lèvres, elles ont un rôle dans la jouissance. Elles ont un rôle dans le plaisir sexuel, vraiment. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des tissus érectiles. Elles sont pleines de récepteurs au plaisir, au toucher léger. Donc, le toucher des petites lèvres entraîne vraiment une stimulation de ces récepteurs au plaisir et participe au plaisir sexuel. En plus, lors de la pénétration, le fait de faire des va-et-vient au niveau des petites lèvres, ça vient tirer sur le capuchon du clitoris et donc ça vient stimuler aussi le clitoris. Donc ça, c'est un rôle important dans la sexualité. Les petites lèvres ont un rôle important dans la stimulation sexuelle. Et comme je le disais tout à l'heure, donc, ce sont aussi des corps érectiles donc, qui se gonflent lors de l'excitation sexuelle. Donc,
À l'intérieur des petites lèvres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vestibule. C'est ça, le vestibule, c'est le vestibule de la vulve. Donc, c'est grosso modo ce qui va entourer l'entrée du vagin. Donc, c'est une zone qui est délimitée par donc, les petites lèvres de chaque côté, par la commissure des petites lèvres en bas, donc l'endroit où elles se rejoignent, et par le capuchon du clitoris au-dessus, et dans lequel on retrouve le méa urétral, c'est-à-dire le trou pour faire pipi. Est-ce qu'on a une idée de la taille de ce vestibule? Ça se mesure comment? C'est en profondeur? Ou est-ce que c'est vraiment une... Non, la taille, ça n'a pas été tellement étudié. Ce qui a été étudié, c'est la taille de la vulve globale. Dans son ensemble. Et là, D'accord. on verra tout à l'heure à quel point ça varie énormément d'une femme à l'autre. On a aussi étudié la taille, la distance entre, par exemple, le clitoris et le vagin. Ça a été étudié. Parce qu'on a longtemps pensé que ça avait un impact dans le plaisir sexuel par pénétration. Donc voilà. Le vagin, on est d'accord, il se trouve après le vestibule? Non, il se trouve à l'intérieur du vestibule. Le vestibule, c'est vraiment cette zone qui est autour de l'entrée du vagin. D'accord. C'est la zone tout autour de l'entrée du vagin. Autour de l'entrée du vagin. Donc, oui. il y a le vestibule qui abrite l'entrée du vagin, et derrière, il y a le vagin. Derrière le vestibule. Derrière, c'est-à-dire à l'intérieur. À l'intérieur, pardon. Oui, bien sûr. À l'intérieur. À l'intérieur, excuse-moi. Oui. C'est pas à l'intérieur, donc ça c'est. Mais la vulve, en fait, c'est ce qui est à l'extérieur. Le vagin, c'est à l'intérieur. D'accord. Voilà. Très bien. La vulve, c'est tout ce qu'il y a, c'est l'appareil génital féminin externe. D'accord. Donc le vestibule, c'est la transition entre les deux, entre cet extérieur et l'intérieur. Le vestibule, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Voilà. Okay. C'est la porte, on va dire. D'accord. C'est la porte en entier. D'accord. Et si on veut continuer la métaphore, le vestibule, ce serait la porte en entier, et le vagin, l'entrée du vagin, ce serait le trou de la serrure. D'accord. Voilà. Très bien. Quelque part. Très bien. Donc dans ce vestibule, donc on a donc le méa urétral, on a l'entrée du vagin, on a les glandes de Bartholin, enfin l'orifice de sortie des glandes de Bartholin, que sont des glandes dont on n'a aucune idée, on ne sait même pas qu'elles existent chez la femme, sauf dans un cas, ce qu'on appelle la bartholinite, c'est-à-dire une infection de ces glandes, et soudain on a une douleur au niveau de l'entrée du vagin avec l'apparition d'un gonflement, d'un kyste en fait qui se gonfle, qui s'infecte, qui peut être extrêmement douloureux. Ça peut se traiter soit par des antibiotiques, et puis si ça passe pas, on incise et puis on enlève. Mais ça peut passer tout seul. C'est dû à quoi, cette bartholinite? C'est des glandes qui s'irritent? Non, ce qui s'infecte. Qui s'infecte, d'accord. Une glande qui s'infecte. On a plein de glandes dans le corps qui peuvent s'infecter, ce qui donne des boutons, par exemple. D'accord. Donc, d'accord, ok. Et donc ce vestibule, c'est une zone importante parce que c'est lui qui peut être l'objet de douleurs lors de la pénétration, de démangeaisons, de picotements, de brûlures, et c'est tout ce que l'on appellera les vulvodynies, ou même plus exactement les vestibulodynies, c'est-à-dire des douleurs au niveau du vestibule. Et parce que c'est aussi une zone qui est très riche en récepteurs, à la douleur, au plaisir, etc. Donc là, les glandes de Bartholin, c'est des toutes petites glandes. C'est vraiment... voilà. Elles ont un rôle très minime dans la physiologie féminine. C'est plutôt des vestiges, en fait, au niveau de l'embryogénèse. Et elles auraient un rôle dans la lubrification, mais le produit des glandes est tellement minime que ça n'a en réalité pas vraiment de rôle physiologique. Donc voilà. Donc au niveau des mensurations, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment les mensurations, ça dépend de chaque femme. Et alors les études qui ont été faites sur le sujet, par exemple une étude de 2018, a montré que la longueur des grandes lèvres peut aller de 1,2 cm à 18. Donc c'est vraiment vous dire 18 cm de grande lèvre. L'extrême variété de dimensions dans la taille de la vulve. Donc ça, c'est mesuré entre le mont de Vénus et l'anus. Exactement. Tu as 18 cm. Voilà.
exactement. Et au contraire, tu peux arriver à 1,5 cm. Ouais. C'est minuscule. Eh ben oui. Donc, alors. Et il y en a pour tous les goûts, quoi. Exactement. Donc, ça varie, hein, grosso modo, entre la longueur d'une phalange et celle d'une main. Ok. Donc, c'est vraiment. Les petites lèvres, elles-mêmes, ont été étudiées aussi, mesurées, et ça varie, pareil, entre 2 et 10 cm. Donc, et la largeur, entre 0,5 et 10. Donc, toujours cette même étude de 2018. C'est quoi la largeur? La largeur de C'est la pas vulve. l'épaisseur? Ah, la largeur de la Ouais. vulve, donc c'est l'ensemble, c'est les deux lèvres c'est ça. d'un bout à l'autre. Ouais, c'est ça. T'as dit entre En combien largeur. et combien? Entre 0,5 et 10 cm. Donc, c'est dire vraiment. 0,5? Ouais. Un demi-centimètre? Ouais. Sur une adulte? Ah ben oui, ça a été fait que sur des adultes. Hein. D'accord. C'est Donc, dingue. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement variable. C'est Donc, comme les pénis. Ça fait, oui, c'est comme les pénis. C'est la même amplitude, quoi. Je veux dire, c'est. Il y a la même différence de taille entre chaque être humain, quoi. Ouais, ok. Même, voilà. Et les mensurations, évidemment, varient au cours de la vie. Hein. La vulve et évidemment, les tailles des lèvres sont évidemment plus petites chez l'enfant, chez le bébé. Et elles vont se développer au cours de la Ça se puberté. développe tout au cours de la vie. Bien sûr. Donc c'est comme les oreilles et le nez, ça pousse tout le temps. Et après, ça réduit de taille, notamment la ménopause. D'accord. Voilà, avec la baisse des hormones, ça diminue à la ménopause, notamment les petites lèvres. Hein. C'est ce qu'on appelle l'atrophie. L'atrophie qui va atteindre aussi le vagin. Et pour éviter cette atrophie, on peut donner des hormones à base d'œstrogènes à partir de l'après-ménopause. D'accord. Voilà. Alors, on va repartir sur la question de l'hygiène, d'accord? Le B.A.B.A. Hein, le B.A.B.A., c'est-à-dire que médicalement parlant, la seule chose que l'on a besoin de laver tous les jours, c'est les dents et les mains, d'accord? Déjà, ça c'est la base. Parce que les mains, c'est vraiment celles qui sont soumises le plus au risque de transmettre des bactéries. Et en plus, on porte tout le temps ses mains à ses yeux, à sa bouche, etc. Une vulve en bonne santé n'a pas d'odeur différente qu'une autre partie du corps. D'accord ? Donc, même si on a l'impression de sentir, c'est souvent son odeur du corps que l'on sent. Et c'est vraiment l'odeur, ça vient des glandes sudoripares, donc des glandes qui produisent la sueur. S'il y a des odeurs, c'est qu'il y a souvent d'autres problèmes, c'est-à-dire des fuites urinaires par exemple, des reliquats de sperme ou de lubrifiant ou de choses comme ça suite à des rapports sexuels, ou éventuellement une mycose ou une infection sexuellement transmissible. Donc l'odeur n'est pas à prendre à la légère, ça nécessite quand même une consultation, mais une vulve en bonne santé n'a pas d'odeur particulière. Donc ce que je disais, c'est que l'orifice, le vestibule, qui est donc une muqueuse, n'a pas besoin d'être lavé. C'est comme l'intérieur de la bouche, ça n'a pas besoin d'être lavé. Les petites lèvres qui n'ont pas de glandes sudoripares n'ont pas non plus d'odeur particulière, donc elles n'ont pas besoin d'être lavées non plus. Ce qui pourrait être lavé, effectivement par rapport à l'odeur que l'on pourrait sentir et qui pourrait nous gêner, ce sont donc les grandes lèvres, là où il y a des poils. D'accord ? Donc en fait, l'idée c'est de ne laver que la partie où il y a des poils. Et le principe de base, c'est vraiment de ne pas introduire de produits de toilette entre les petites lèvres. Voilà. Pourquoi ? Mais parce que justement, c'est une muqueuse et que ça va l'assécher, ça va détruire les composants qui lui permettent de se auto-nettoyer. Donc les seuls trucs qu'on peut introduire, c'est comme dans la bouche, c'est de l'eau, quoi. C'est ça, exactement. Tout ce qu'on peut introduire, c'est de l'eau. D'accord. Mais parfois, on fait des bains de bouche. Bien sûr, mais c'est pas de recommander non plus. Hein. Ah, c'est pas recommandé ? Non.
Les bains de bouche ne sont pas plus recommandés que les bains, les douches vaginales. Oui, parce qu'il y a des gens qui se font des douches vaginales aussi. C'est quoi ça, une douche vaginale? C'est de l'introduction de... Mais il y a même des bains de vapeur vaginaux. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont quand même incroyables. Donc, l'idée, donc, c'est vraiment de éviter les savons qui agressent donc le film hydrolipidique, qui protège naturellement la vulve et qui protège des bactéries et qui est la barrière défensive de la peau. D'accord ? Tout ce qui est soins de toilette intime, qu'on retrouve, ne contiennent pas de savon normalement et contiennent plutôt des surfactants. Donc c'est vraiment des composés qui sont censés détacher les impuretés tout en préservant le film lipidique. D'accord ? Donc ça, c'est plus conseillé de toute façon que des savons. Il faut savoir aussi que si jamais on a une vaginose bactérienne, il n'y a aucun produit qui peut avoir un effet sur les vaginoses. Ça n'existe pas. Les vaginoses, c'est un déséquilibre de la flore vaginale. Et donc, ça ne se traite pas avec un savon, mais ça se traite en rééquilibrant l'équilibre de sa flore vaginale. C'est un peu comme l'équilibre de la flore intestinale. On ne va pas mettre un savon dans l'intestin. Donc, pas de savon, pas de crème, pas de choses comme ça. Exactement. Grosso modo, c'est que si le moindre produit nous irrite la vulve, il faut arrêter tout de suite. Voilà. D'accord. Et quand tu parles donc de rééquilibrer la flore, c'est par un changement d'hygiène, d'alimentation, voilà, c'est ou par des médicaments, des ovules. Par des ovules qui viennent rétablir un équilibre dans la flore vaginale. Très bien. On n'utilise pas de sèche-cheveux non plus pour se sécher la vulve. Ok. Voilà. Comment ça? D'où vient cette précision? Tu as entendu des histoires là-dessus? Bien sûr, oui, bien sûr qu'il y a des femmes qui se sèchent la vulve au sèche-cheveux. Non, on n'utilise pas un sèche-cheveux parce que là encore, ça sèche la muqueuse et ça détruit la protection normale de la vulve. D'accord. Et la vulve, c'est un milieu humide et elle doit rester humide. Il faut voir en fait le vagin et la vulve un peu comme si c'était un four auto-nettoyant. C'est-à-dire que ça s'auto-nettoie naturellement et le moins on va déséquilibrer cet équilibre au niveau des bactéries, etc., le mieux c'est. Donc tu vois, par exemple, il y avait, quand tu me disais au niveau de la toilette vaginale, donc quand même c'est quelque chose qui est très... Parce qu'il y a une des études qui a montré qu'en Occident, 57% des femmes disent avoir pratiqué une toilette vaginale au cours, donc ça c'est une étude qui date de 2017, au cours de l'année. Donc, combien tu as dit? 57%. Et d'autres études montrent que 12 à 40% des femmes font régulièrement une toilette vaginale et que 6% donc se nettoient le vagin, donc même pas le vestibule, mais le vagin, avec des lingettes. Mais et 20% pratiquent la douche vaginale, c'est-à-dire qu'elles introduisent de l'eau dans leur vagin pour le nettoyer. Mais donc ce pourcentage de gens, il y a des conséquences à ces actions? Mais bien sûr. Donc, et elles subissent les conséquences, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont les muqueuses qui sont affectées. Voilà. Et ça se traduit... Et en plus donc, du coup, j'imagine que ça va ça va entraîner un cercle vicieux. Ça auto-alimente, c'est-à-dire qu'on se dit j'ai un problème, donc je vais laver encore plus, donc je vais en fait aggraver le problème. C'est ça. Et là, les études, il y a de nombreuses études qui montrent, par exemple, que la douche vaginale détruit les bonnes bactéries, qu'elle détruit la couche muqueuse qui protège, qu'elle favorise la vaginose bactérienne et qu'elle augmente le risque de contracter des IST. Tout ça, Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien fait passer le message qu'on ne nettoie pas ni son vagin, ni son vestibule avec des produits. Voilà. Ouais. L'eau, ça suffit. Ou ce qu'on peut utiliser, c'est tout ce qui est huile. Donc, les huiles les plus naturelles possibles. Alors, huile d'olive, huile de coco. Ce sont des huiles qui permettent, parce qu'elles renforcent le film hydrolipidique protecteur. Attends. Tu parles de quelle huile d'olive? De l'huile d'olive qu'on donne. L'huile d'olive de cuisine, là, qui est dans la cuisine? Oui. Donc tu peux prendre l'huile d'olive de la cuisine et te laver la vulve avec.
pour aller masser ta vulve avec, la laver. On recommande ça aussi beaucoup dans les vulvodynies, notamment. D'accord. L'huile de coco aussi, pour ceux qui aiment bien l'odeur. L'huile d'amande douce, c'est une des huiles les plus proches du film hydrolipidique. Donc ça, ce sont des huiles, effectivement, qu'on peut utiliser sur les petites lèvres, sur le vestibule, pour des massages. Voilà. Très, très, très bien comme information. Merci beaucoup. On est bon, on passe aux maladies, aux maux, donc les démangeaisons. Donc ça va être l'objet d'un autre épisode. Oui, alors juste un petit point sur l'épilation. Ah oui, peut-être. Ah oui, parce que tu l'as abordé un peu au début et c'est vrai que c'est... Donc, ce que je voulais dire, juste que les poils, ils ont un rôle, que c'est pas pour rien qu'on a des poils, que certes, on peut s'épiler si on en a envie, etc., mais qu'il faut en connaître quand même l'utilité pour ne pas faire n'importe quoi, même si l'épilation est extrêmement répandue, puisque 92% des Françaises déclarent s'être épilées totalement au moins une fois dans leur vie. Ce qui est quand même un pourcentage énorme, et que 60% des hommes disent préférer l'absence de pilosité pubienne chez leur partenaire. Longtemps aussi, on a rasé, par exemple, le mont de Vénus, la toison pubienne, avant l'accouchement. Mais on s'est aperçu qu'en fait, c'était une porte d'entrée pour les infections, parce que l'épilation est une porte d'entrée pour les infections, parce que ça crée des micro-traumatismes. Donc, quand on s'épile, il faut vraiment se prendre soin de son hygiène de la zone épilée, avec des désinfectants, c'est une porte d'entrée des infections, ça c'est clair. Okay. Et c'est nombreuses sont les femmes qui ont énormément de boutons, de surinfection en fait, au niveau de l'épilation. C'est-à-dire que, en fait, dans les études, 50% des femmes signalent au moins une complication liée à l'épilation, c'est-à-dire lacération, brûlure, éruption cutanée, infection. Donc, c'est pas rien, donc ça nécessite des soins. On ne fait pas ça n'importe comment. Voilà. Et puis donc, juste pour finir, donc prenez soin de votre vulve, plutôt avec des massages qu'avec une hygiène qui va qu'avec des savons. Vaut mieux un massage à l'huile d'olive plutôt qu'un frottement avec des savons sous la douche, quoi. Ça, c'est pas du tout recommandé. Écoute, merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses. Vraiment, je suis bluffé. Je pensais savoir certaines choses, mais là, je trouvais ça très bluffant. J'espère que je ne suis pas le seul. J'espère que vous aussi, derrière vos casques et vos systèmes d'écoute, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser un commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify. On peut laisser des commentaires. Quand il y en aura, je serai ravi de les lire. Et voilà, d'ici là, n'hésitez pas à retrouver Céline à la FNAC ou dans toutes les librairies. Tu as 2 livres, La sexualité masculine dans tous ses ébats et La sexualité féminine dans tous ses ébats, qui sont disponibles chez Fayard. Et on se retrouve dans 15 jours pour la suite. On va aborder tout ce qui sont les maux, plus ou moins grands, qui affectent la vulve. Donc on va parler de démangeaison, rougeur, de vulvodynie. Et tu m'as dit quoi l'autre mot ? C'est vestibulodynie. Vestibulodynie. Voilà. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Au revoir.